Il glissa dans son portefeuille une seconde, avec le soin qu'il aurait mis à plier un billet. C'était une part de temps quelconque, une feuille anonyme tombée d'un arbre en hiver. « Je l'écouterai plus tard, disait-il. Par mégarde, il oublia son portefeuille et la seconde dans un café. Et chacun d'entendre un son différent, la voix d'épouse, la cloche qui sonnait les vêpres, le bourdonnement d'un hanneton, ou simplement un silence qu'il grattait de l'ongle pour en goûter le sel. Pourquoi Yvon Givert? Le 18 février 2005, j'ai rencontré Yvon Givert, rencontré physiquement, le corps, la voix, ce poète que je connaissais de nom et de mots depuis plus de 30 ans. Avril 1974, son nom, le mien, dans la revue Quetzalcoatl, une revue liégeoise où j'avais 2 textes écrits en octobre 73, peu avant mes 18 ans. Ironie du sort, je rencontre en 2005 ce grand petit homme à l'article de la mort. Pendant plus de 20 ans, je suis passé chaque jour devant chez lui sans savoir qu'il habitait là. Je prends enfin contact avec lui par courriel. Sa femme me dit qu'il est extrêmement malade. Il accepte pourtant de me recevoir. Un homme couché, fauché par la maladie, que je rencontre au cours d'une ultime rémission. Il a la force de me parler 3 quarts d'heure. Je cite une phrase lue dans une récente interview. Je suis plus près du merle que de ceux qui vont faire carrière. Ceci à propos d'un merle qui le saluait enfant quand il partait pour l'école. Il rappelle avec émotion ce souvenir d'enfance et les larmes lui montent aux yeux. Il dit aussi partir vers la demeure la plus inconfortable. Je lui réponds que nous y allons tous et que peut-être elle n'est pas si inconfortable. 3 semaines plus tard, le 8 mars 2005, Yvon décède. J'assiste à ses funérailles. Je resterai en contact avec son épouse Clem jusqu'au décès de celle-ci le 27 juillet 2019. Je me sens envers lui quelque chose comme un devoir de mémoire. À rebours de l'angoisse, tu reprendras le chemin forestier, où les mésanges s'affairent au nid, où le tambourin du pic annonce encore une fois le printemps. Qu'attends-tu pour chausser tes bottes, ou les chaussures crantées achetées au vieux campeur par un autre toi-même? À 2 pas, le chemin de grande randonnée t'emmènerait au bout du monde, ou pas loin. Le bout du monde, c'est une façon de parler, un bout du monde. Tu es assis dessus, traçant ses lignes, voyageur, immobile. Ce sera l'été que je serai mort, et qu'il fera plus doux et parfumé d'eau, que dans leur
s'en vont la violette. Ils iront quelquefois jusqu'à me faire fête de quelques belles perdues comme des sons de corps. Ils seront forts et grands, et moi je serai mort, et peut-être effacé presque de leur mémoire, où cependant j'ai mis une si longue histoire. Ils seront beaux mais moi je coucherai dehors, pour jamais sur un lit de violette noire. Quand ce sera l'hiver aussi, ou bien un soir, qu'entre eux, en devisant, ils se partageront les livres amassés dans la vieille maison. Ils seront étonnés tout à coup de savoir qu'un jour, lointain déjà, j'eus cette vision. Mais moi je serai mort, et mon cœur sera mort, et mes mains qui touchaient leur nuque périr, mes yeux qui rencontraient leur douce âme tranquille, mes lèvres qui disaient leur nom et puis encore mon cœur, mon cœur, car moi je serai mort. Mon cœur, mon cœur, car moi je serai mort. C'est à la lumière du mouvement salutaire d'exhumation du matrimoine que j'ai découvert l'existence de Jean-Dominique, de Marie Closette. Plus particulièrement, c'était à la faveur d'un article des Grenades de la RTBF. Moi, j'ai étudié le roman MLB, je lis et j'écris la poésie, et je n'avais jamais entendu parler de cette femme extraordinaire. Non seulement elle a vécu dans la même ville que moi, mais en plus, elle a formé un groupe de femmes libres, engagées, qui ont marqué leur époque et changé, notamment en maniant habilement l'ironie, en créant des lieux d'enseignement, en vivant en autonomie collective. Elles ont changé la pratique de l'écriture. C'est un choc de découvrir que de telles énergies ont existé sans qu'on n'en sache plus rien pendant des années. Ce sont de frêles épousées pour mon cœur banal et fidèle, et j'ignore presque tout d'elles, mais je les aime, c'est passé. C'est un extrait du poème Les Confidences
de Jean-Dominique dans son recueil L'ombre des roses. Jean déshabite une ville, un nom, une maison, un emploi du temps. Elle écrit les jardins, la mer toujours, en compagnie prendre le thé sur un bateau pour l'Angleterre, parler chinois, poser 2 mains sur le cou, timide et sûre du palpitement, d'un texte et d'une amie peut-être avant d'oser. Elle dit « il » pour elle. Elle dit « rose » pour sexe et « parfum » pour désir. Elle écrit en 1904, elle porte un crop top de sirène et des cheveux violets, dans une perspective historique, personnelle. Si sa mort était la mienne, si c'était moi à XL qui instruisais des jeunes filles. C'est l'été et c'est l'hiver ici, la même ville. Mon salon sent un reste de cuisson, le savon douche et le chagrin évaporé des anciennes histoires jamais écrites. En botaniste, tout à coup, je suis saisie par sa vision dans un sourire étranglé. Si j'avais lu Jean, si on m'avait instruite enfant, et puis Marie Gaspard et Blanche Rousseau et les autres, j'aurais gagné du temps à reconnaître des solitudes, à renouveler des salives, des appétits. Mais Jean habite sous les violettes, à rire avec l'idée de la mort. Et je mange plutôt les capucines, les pensées. Et nous sommes aujourd'hui en compagnie. On déshabite gaiement l'oubli. C'est un jour d'aujourd'hui, à aimer, précaire et pâle, rescapé des mâchoires de nuit, né dans le matin dur, petit jour d'huile venu au forceps, tiré des ronciers du temps. Il marche maintenant tout seul, tout droit, debout sur la route, sans canne ni béquille, ni roc et son chien, seul face aux rafales contraires. Petit jour des stocks, petit roulier aux essieux vaillants qui tracent sa voie propre. C'est un jour à aimer. Paul André m'a donné des permissions et je l'avais dû le dire. L'ami poète, qui vivait à quelques encablures de chez moi, écrivait avec une liberté langagière que j'admirais. Nous nous sommes rencontrés grâce à nos enfants, sur les chemins de Blandin ou à Mont-du-Pourquoi. Ces premiers recueils publiés dès les années 70 m'ont invité à entrer dans une poésie fruitée, rurale et sans frontières. Je les ai découverts à la bibliothèque de Tournai, puis je les ai reçus de lui, par André. Il ne lui retirait pas son droit de rêve. Tant de silence éclate par sa bouche. Le feuillet signe, il le capte, il l'épelle, l'appui des êtres, il les guette au travers du matin. La voix en chair,
et la marche paisible. Si vous le chassez en la nuit, plus d'allant sur le vif, il partirait se reconstruire un monde. Sa langue lui suffit. L'authenticité comme poète régional, sans doute parce qu'il évoquait son ancrage campagnard et écrivait totalement en picard, Paul André s'est révélé universel. Ses poèmes indiquent le regard à l'appel d'un verbe, d'une silhouette, d'un paysage, s'écorchent aux murailles, aux barrières. Il tutoie cependant la frontière dans une cartographie foisonnante de l'auteur avait le secret. Mais c'est une frontière, passerelle, ouverte sur l'horizon que l'on franchit à la rencontre d'autres itinéraires. Les nomades sont de grands sédentaires, nous confie-t-il en avril 2004 dans une page du journal pour l'Esco. C'est le paysage qui bouge. Bandit, tu joues à nous guetter. On te voit dans les champs, sur la paille, en cabane. Tu traques les passereaux, la belette, une meute indécise. Avec toi, on se croit accenteur, renardeau, libellule. Enfin, quelqu'un de vrai. Noir fouan, taupe noire, c'est ton prénom d'ici. On te reconnaît au silence, que laissent tes pas en prairie, aux monticules ouverts, à l'appel des corneilles, intriguées et savantes, qu'un chien prévient bien avant l'heure. Tu nous offres une terre cuite, céramique aux nœuds fauves, aux fissures rosées. Tu es au four et au burin. Entre les pages libres, calligraphiées sans hâte, en picard, en arabe, en français, en pipeau, dans l'atelier ouvert. Le métier à tisser, ces lignes d'écriture, le clavecin allemand, notice égarée, le chêne cerné d'aubier pour de nouveaux visages, et cette lutte entre ombre et lumière, quand le ciel se délite et qu'un merle te siffle en langue ciselée. Le sentier, le ruisseau, les muchettes des saules, l'abri à vaches, le brouillard bleu de mer, tout est à toi. Tu les planches dans tes livres, avec les mots rentrés des limbes et du carnage, ceux que tu fais vibrer. Bléari, le Fourcroy, la Tunisie, le sable et le fleuve, les vagues d'Ambleteuses, les angles forestiers, là où vivent des gens, des chevaux, des furets. Tu restes le chercheur, le poète clandestin, flibustier, seul au monde. Nous te cherchons encore, entre sol et azur. La blessure d'une étoile, la pluie douce et solaire, la forge, la futaie, les migrations, les réseaux promeneurs, et dans nos partitions perdues, où demeure la musique évadée de ta voix.
On ne décrira pas ce qui importe, se bornant à donner un aperçu de toute autre chose. Par exemple, on dira « j'avais faim ». Les soleils pleuraient devant ma porte. La femme sur le seuil hésitait à sourire. Et quelque part, un cidre coulait dans une gorge. On écrira le lent passage des roulottes foraines dans les villages. Et le vent et la pluie, il y en avait, quand Dorothée devint folle. On racontera l'histoire du domaine et des pays voisins. Je ne veux pas raconter cette histoire, seulement noter l'heure, 1h du matin, le temps qu'il fait, serein. Pas un mot de la solitude, pas un mot du domaine d'aujourd'hui qui ne ressemble pas à celui dont on sait l'histoire. On ne dira rien, strictement rien, de la vie ailleurs, seul sujet, cependant digne d'être évoqué, en quelques mots choisis d'un langage inconnu, très proche du silence. Le silice des journées, nous en faisons long usage. Nous marchons jusqu'à la nuit, sur la neige, sous la pluie, nous errons, et que personne ne s'avise de nous dire où aller, ni que chercher. Seul le chemin nous attire, c'est le chemin qui chemine, et nous sommes immobiles. Ce texte m'apparaît comme une pierre angulaire de toute l'œuvre de Pirotte, la quête mystique à l'amour de Jean de la Croix, même si ce dernier n'est jamais nommé. Mais il me semble peu probable que ce soit un hasard. C'est le chemin qui chemine, et nous, immobiles dans notre corps, mais emportés par le tapis roulant vers la nuit. Je me suis permis cette petite liberté du tapis roulant. Je crois que Pirotte aurait souri en la lisant. Cher Jean-Claude, je vais m'adresser à toi, en t'appelant Jean, puisque c'est de cette façon que tu signais tes livres, pour tes amis, en utilisant la moitié de ton prénom. Cher Jean, je n'étais pas ton ami de peau, mais je le suis de papier. Et je peux te dire, sans me flatter, que j'ai usé jusqu'à la corde mes espadrilles sur le grain des pages de tes livres, murmurés à hauteur d'homme, que j'ai suivi syllabe après syllabe, tes mots posés d'une voix souffrante, parfois nostalgique, souvent, et sereine, comme une rivière, dont je disais, Jean, que même, sans t'avoir jamais parlé, ni avoir partagé avec toi coude à coude un verre de vin de Bourgogne, je peux croire que je peux te dire, cher Jean, puisque nous avons des amis communs, des ombres d'Hôtel, de Fargue, de Carco ou de Max Jacob, tous nomades, tranquilles, habités par les Noëls de leur enfance, tous marcheurs infatigables cherchant les moris dans les chemins creux, ou poursuivant l'humanité dans les ruelles de la ville lumière, ou fouillant fébriles les immondices pour peindre l'image du Christ. Cher Jean, tu chantonnais parfois, comme un gamin perdu traversant la Lorraine, ou Londres, ou Rethel, ou je ne sais plus quel coin de France. Et je me souviens que, dans un texte, tu as écrit « La promenade est un exercice spirituel ». Combien je comprends ce que tu veux dire, combien je partage cette phrase, comme si elle était mienne. Et après tout, cher Jean, je peux la faire mienne, tellement je suis sûr que tu aurais aimé la donner à celui qui la lit. Toutes mes amitiés.
Louve et cerf, mes bêtes violentes, je vous porte en mon sang sous mon pelage de peau blanche. Vous y courez vos nuits, vos mufles mouillés me cognent sur le cœur. J'ai de hauts brames arrêtés entre les dents. La lune me fait crier comme vous sous la menace des étoiles. J'ai vos flancs battants, la tiède tête tournée vers l'appel de l'autre. Et parfois, je contiens dans mes yeux fermés le vert des forêts haletantes. Habitez-moi, que bondisse ma pensée sur vos pieds étroits, que j'explore mon corps vivant de toute votre béatitude. Je ne veux pas le temps venu ressembler au gris troupeau des hommes. Je me coucherai pour mourir, comme le cerf poursuivi, en remuant en moi les restes verdoyants de mes destinées. Dans mon exemplaire de l'anthologie Poèmes choisis, préfacé par Karl Neurath et Liliane Wouters, il y a un post-it. Je l'y ai collé en 2020, en travaillant sur mon podcast de poésie, puis je l'ai oublié. Reprenant le livre pour relire André Sonnenkamp en vue de l'écriture de mon poème pour ce recueil, j'ai machinalement ouvert l'ouvrage à la page marquée. Quel éblouissement! La harde se tenait devant moi et le cœur battant, je me suis mise à glousser d'entrain, sourire béat, les yeux humides. C'est le poème qui m'a choisi, cueilli. J'étais alors en plein travail de création pour mes promenades à la Semois. Mon livre, Une joie longévive, allait bientôt paraître. Et autour de lui, j'organisais des lectures accompagnées par une musique viscérale composée pour moi par Olivier Thérouanne. Le pont entre mon roman poème et le poème d'André Sonnenkamp est évident. L'affection pour le vivant, le sentiment d'appartenance au même règne que les mammifères des bois, la sensualité de la nature, les couleurs intenses de la forêt, la supériorité du règne animal, l'aversion pour nos comparses humains, autant de raisons de me sentir proche de son œuvre. Les cris des troupeaux gris au loin, j'emporte mes tempêtes, là où pas un vivant ne peut les entendre. Le soir tombe et retombe, soufflet permanent, dans le poumon de l'automne. Les crépitements assourdis des pieds petits, courent avec le vent de novembre. Une colère blanche me cisaille, ainsi que le sifflement, et l'eau se déploie, l'écho de la balle, au dehors des rivières. Enfin, la forêt, pleine du silence des bêtes, respire une brume fauve. Louve et cerf, sur mes berges pourrissantes, je vous sais sur le qui-vive. Vous écoutant, j'ai trouvé la valve sous mes os. Je cesse d'épancher mes pensées humides, humaines, pleines et herbes hautes. Je voudrais abriter toutes vos hardes. Vous, mes fans, qui avez foncé, je sens vos mufles marquer l'hésitation et vos cœurs aux aguets ravivent ma tendresse. Le printemps loin derrière, vous seul savez qu'il est aussi devant, qu'il inonde bientôt le tapis mucinal, mais que connaissez-vous de la trahison? J'abandonne ma colère à vos fronts songeurs. Je love sous ma peau et sous les frondaisons jaunes ma tristesse inutile.
Asie, au nom de maladie. Beau marécage empoisonné par ton printemps contaminé, je suis atteint du mal Asie. Je suis comme un syphilisé qui se souvient de son ami et de sa chère peau et du goût mort de son baiser. Au mauvais lieu de Mongolie, par le Cosaque et le Yankee, j'ai vu ton corps chaud possédé. Et dans l'Ouest et dans la vie, par tes mystères obsédés, je traîne un cœur atteint d'Asie. Pourquoi Marcel Thierry? Je découvre dans le fouillis d'une journée d'occasion ces œuvres poétiques complètes. Je les emporte, je les parcours debout dans le métro. Je retrouve aussitôt des sensations vives et salées comme la mer. L'attaque en force et en ardeur de cette suite m'enchante. Encore un jour de vie entre mes confréries, je dure, horizontal et parfait. Les furies de la tempête choquent leurs cornes de vent et je commence à voir à travers l'écriture tendante. J'ai lu ces vers au lycée dans une anthologie établie par les bons pères et je ne les ai jamais oubliés. Il coexistait avec d'autres auteurs que je trouvais sans charme, Odilon Jean Perrier, je t'offre un verre d'eau glacée, Oligan Mouters, verdoyer, branche docile. La différence éclatait comme un coup de feu. J'y puisais une énergie de l'instant et de l'action qui, sans que je le soupçonne, préparait ma vie nomade, mes journées bousculées, l'écriture sur les genoux. Le texte s'appelle L'île d'hôtel, et quand j'ai connu la suite d'hôtels de Provence et de chambres en ville où se croisaient mes travaux et mes plaisirs, je croyais réentendre la voix de cet esprit inconnu et fraternel. Éveillé de ma nuit, j'écoute ma voiture d'entre les voitures, mon immobilité d'une étrave sans bruit se frayait son parcours rigide vers l'aurore. Quand même, moi, cosmopolite, je ne détestais pas retrouver dans d'autres poèmes des paysages belges dans leur simplicité ou fausse simplicité d'enfance. Vers moins brillant, moins savant, mezzo voce. Ce beau tramway blanc du Zout au coq, par le creux des dunes douces comme dessin, le vent du soir, de juillet 1914, je l'ai connu. C'était dans ce tramway des plages qui allait par le val des sables sans dessin. Mais ce poème, au démarrage oscillant, porte sa double pointe. D'une part, en sous-texte, la Grande Guerre qui va éclater et à laquelle Thierry participera. Et d'autre part, le château de sable du temps passé qui croule sous les coups de boutoir du présent. Je n'ose même plus toucher en pensée ton image de jeune fille, jeune paix, assise dans ce tram et donnant ton visage à la brise du dernier soir, au bord de la dune penchée. Mémoire vive et bonheur détruit, énergie et mélancolie, prosodie large et souffle coupé, du grand âge. Car la poésie est au cœur du jeu de Marcel Thierry. Le roman est chronique et chécotant, les brillantes nouvelles du grand possible, le frappant et célébrissime vers Toi qui pailles au monde de Vancouver, la figure d'un écrivain engagé, son rôle déterminant et fondateur dans le mouvement wallon, son expérience courageuse et initiatique de la guerre, et jusqu'à son métier d'entrepreneur qui contrarie et irrigue à la fois son écriture. Tous ces titres de gloire de Marcel Thierry ne doivent pas occulter ce fait majeur. Il est d'abord un des plus grands poètes belges et peut-être le plus grand. Absent cet automne, pas de meilleure saison pour sortir du jeu, pour se faire un terrier de feuilles mortes, échapper au regard et aux voix, surtout aux voix, s'enfuir, retrouver l'acuité de l'absence, l'extrême silence, la ville tout à fait silencieuse, l'amitié vaine, la société au point mort, le mensonge oublié sur un banc. Adorable paix, néant des émotions, tempo du cœur assourdi, faire le mort, faire vraiment le mort, personne qui compte, pas même soi. Matin du premier jour, filtre de l'air, on voit plus loin. Le filtre et la lumière elle-même, si fine, si pâle, si dorée, sans lumière, on ne tient pas. Les spectacles,
sont accablants. Vilainie des images, joie des foules livrées à leur sacre. Ne plus entendre, ne croire à rien, ne répondre à personne pour cause d'absence. Le moindre mot à haute voix est un gibier. Tous ces messages, le doigt sur la détente, ces projets de passion ridicules, collimateurs de ressentiment. On sent la petite croix tremblante sur son front. Ces tueurs, avec leur visage mal formé, partir en soi, profondeur bleue, l'odeur du rire, du vent, du poivre, de ses rêves éperdus. La liberté existe, très loin, très en retrait, dureté du bonheur, incommunicable, irrespirable. Pas la moindre pitié dans son sang. Vivre à un prix, une sorte d'or dans les taillis, libido de la solitude. On recommence. On n'est pas d'ici, on n'est pas là, on est là pour personne. On est engagé dans un combat sans commencement ni fin. On a sa poudre et on a son encre. Écriture exclusive. On ne reviendra pas en arrière. Admirable automne feutré, zébrure de la mémoire, vitesse du sang. On est parti. Doucement les yeux de l'amour, un cheval bleu, bientôt le port. C'est une fête immobile qui porte l'échange à son incandescence. Passe un bateau chargé d'oranges, les paupières respirent. Tant de chair entre les mots, tant de lait, tant de miel, les murmures défroissent les pages de leurs mains. Toujours plus de ciel à qui sait lire, d'ouvrir les bras. La mer m'a franchi ce matin, je n'ai pas d'autre mot pour ce désir. Ton nom maintenant rend hommage à Véronique Gauthier que j'ai connue. Le titre du texte qui suit fait référence au livre posthume de Véronique, Ton nom maintenant, publié à l'Arbre qui tremble en 2022. 6 cycles de poèmes achevés par l'autrice avant sa mort forment le livre préparé et préfacé par Marc Dugardin. D'un poème à l'autre, tout se trouve de son pays de mots, tout s'entend aussi. Je prononce ici encore le nom de Véronique, un murmure audible, afin de faire perdurer non seulement sa voix poétique discrète, mais également sa voix de femme amie. Il s'agit donc de fouiller le ciel, de saisir le verbe pour ne pas retenir l'encre. Pour introduire l'hommage, ces mots de Véronique Gauthier, issus de Ton nom maintenant. J'entends le commencement des oiseaux, le bruit que fait un arbre la nuit, ça je le sais. J'entends, dans je ne sais quel monde des sons et des sens, la lune, et sa façon de transporter la lumière. J'entends, je sens, l'immense masse du ciel, et ici, l'herbe. Je suis dedans. Je suis dans tout cela qui m'a fait une place. Ton nom maintenant, un appel. Verte ma langue quand je la cherche, à travers l'obstination d'un silence. Sur les visages, la douceur écorchée que j'emprunte à l'un de nos amis. Et si je fouille le ciel pour t'apercevoir, c'est encore l'oiseau que je croise.
saisir le verbe, le racler à l'acier, ne laisser de lui que ce mince filet de voix, sincère et profond. Comment faire un bon poème qui ne soit pas juste une escale? Vivre avant d'écrire, disais-tu. C'est peut-être cela qui me remue dans la chambre, juste à côté du lit. Je garde de toi le soleil que tu m'avais envoyé et la lumière ardente d'un éblouissement singulier. Lilas ou pivoine, je voudrais aujourd'hui t'offrir des fleurs qui sentent bon l'amitié solide, l'espérance ou quelque chose d'approchant. Mais où vis-tu à présent? À quelle adresse? Sous mes pieds nus, l'herbe froissée de n'avoir pas été foulée plus longuement par tes pas, et nos chemins à peine franchis de concert réclament une dernière fois le socle de la grâce patiente. Peut-être un jardin où tendresse et fragilité se mêleraient. Je me voudrais, comme toi, discrète, dans la lenteur des jours à atteindre. Ici, le sais-tu, éternellement, l'eau et la plaie se côtoient, sous les mailles de l'écume. Et je demeure face à la mer, qui semble elle aussi se souvenir de toi. Ce matin, je suis du regard la vague qui vient, la vague qui part. Elle se tord et s'échappe, sans se lasser du paysage. Des clartés nous implorent d'ouvrir encore les yeux. Dans mes mains, un silence de pluie, une encre non retenue. Silence, sauf l'aboi d'un chien de ferme, sauf le lointain sifflement d'un train. Déjà les sons intacts rebondissent dans l'air tendu, mais le monde végétal dort. Il dort d'un sommeil complet. C'est pourquoi les étoiles semblent se familiariser, s'apprivoiser, se rapprocher. Il y a des vols d'étoiles posées dans les branches de tous les grands arbres. Si nous allons en plein champ, nous les voyons s'abattre sur l'horizon même, et si nous passons dans une rue du village, nous les surprenons jaillissant des cheminées comme des étincelles. Mais il semble qu'elles préfèrent les hêtres ou les ormes. Et si nous avons le courage de quitter la chambre tiède, la plus belle des promenades sera de suivre quelque avenue champêtre qui conduise à un lieu découvert. Les vols d'étoiles nous accompagneront de branche en branche, et ce n'est qu'au moment où nous quitterons les arbres qu'elles regagneront l'espace. Le vent vient de l'étoile polaire, et c'est lui qui attise toute cette palpitation rayonnante. Arrêtons-nous et regardons. Le ciel est plein de génies, de fées, de héros.
Voilà Orion, le chasseur gigantesque, Rigel et Bételgeuse, au nom mystérieux et si froid qu'on s'imagine l'une présidant au gel et l'autre dirigeant les blancheurs neigeuses. Voici Cassiopée et les Pléiades et l'immense traînée blanche de la Voie lactée jaillie du sein de Junon. Sommes-nous donc au début des temps? Nous sommes au début de l'année. Pourquoi Marie-Guévors? La question des feuilles mortes agite chaque année, dès avant l'équinoxe d'automne, toutes ces racines, ces tiges, ces troncs, ces nervures, ces réseaux verticidés, qui sont des arbres. Mais c'est le être qui en parle avec le plus d'autorité. Dans ce travail de la défoliation, c'est un maître. Ce texte est extrait de Plaisir des météores. Cette œuvre singulière d'un réalisme heureux et mystérieux s'inscrit dans la patiente contemplation de la nature, de mois en mois, à travers les saisons et les météores. L'écriture se nourrit des sons, des couleurs et des odeurs que les humeurs du vent l'engourdissent au monde les temps sous la glace et les jeux de la lumière dans les branches donnent d'apercevoir. Marie-Guévors révèle l'âme des arbres dans ce récit. Elle y exprime sa profonde communion avec l'univers magique du être, ce magnifique voilier de nos campagnes, paré pour les grands vents et prêt à la traversée de l'hiver, écrit-elle. Entre Suzanne et Lescaut, c'est une véritable histoire d'amour, d'odeur, de perception sensuelle qui l'enivre de saison en saison, dont peut-être celle qui domine toutes les autres. Lentement, Suzanne retourna vers le village. Des éclaboussures de bruit l'atteignirent. Le soleil couché, le vent se leva, sautant à l'ouest, et une brume envahit les prés et les champs humides. Et ce fut l'automne. C'est dans l'esprit de cet univers intimiste au plus près du réalisme magique dont se nourrit l'écriture poétique et romanesque de Marie-Guévors que j'ai écrit mon texte. Souviens-toi, nous marchions à la lisière d'un champ fraîchement labouré, l'un derrière l'autre, dans un étroit sentier piqué de ronces. Nos rires se teignaient de mûrs, nos baisers butinaient nos lèvres en sang. Tu me disais, regarde Marie, regarde bien, c'est la France là-bas, où s'engouffre le vent, et c'est l'automne ici, sous le même matin. L'horizon s'éclipsait sous les hêtraies des hauts villages. À la frontière, le temps suspendait ses ailes aux tringles des hautes branches. Tu me disais, l'hiver approche à pas de loup, Marie. De la terre maniée monte d'indicibles murmures, le cri d'un épervier sur les gisants de paille, le couinement bref d'un mulot affolé. Oh, souviens-toi, le tiède vent d'ouest s'essoufflait dans les hautes ramures d'un érable isolé, géant debout, dépouillé, dans l'espace du champ. Soudain, jaillissant du lacis de ses branches, une giclée d'ailes noires, chorégraphie sauvage de Corneille Braillard, fulgurance de plumes,
Dans l'air troublé, l'écho des cris sonores éclaire. L'arbre vaincu pleurait ses feuilles étiolées, petite vie chue en nos mains, petite mort vermeille, petit rien. Nous marchions. Les moucherons dansaient autour de nos visages. Octobre gavait nos poches de noisettes sauvages cueillies à même les basses branches des buissons. À ta bouche gourmande me sentais écureuil. Je ne m'en souviendrai que nu. Un lit comme un bateau, un lit coque de noix sur l'étendue, des vagues où trouver l'oubli, un lit pour s'y perdre, s'y fondre, et le corps blanc, les seins de lait de la fille ouverte dans l'ombre avec laquelle je coulais jusqu'aux abysses d'où l'on ne revient qu'à moitié. L'océan garde là délices et nous rejette sans pitié. Je ne m'en souviendrai que nu. À l'équinoxe du plaisir, dans les flots, je l'ai tenu sans pouvoir plus m'en dessaisir, nu, connu et reconnu. 2 soleils au fond de ses yeux et ses épaules de lagune et les algues de ses cheveux et son ventre gouffre où 9 lunes en même temps gonflaient la mer. 9 lunes au bout du voyage, haute marée. Et puis la mer, instant où le cœur fait naufrage. Je ne m'en souviendrai que nu, sinon c'était une inconnue. Si les fondements se nomment Jabès, Poiros, Selan, Couric, le journal du Scrim, publié en 1990, de Liliane Nothers, me fut une révélation. Par la suite, et en sa compagnie, car nous vivions à peu d'encablure l'un de l'autre, j'ai remonté le cours de son fleuve intérieur, passant par le gel, le bois sec, jusqu'à la marche forcée. Qu'on sache simplement que la plupart de ses écrits sont autant de confessions que de mises à nu qui bouleversent encore les lecteurs que nous sommes. Quant au pourquoi du présent choix de Liliane Nothers, il réside tout autant dans l'estime et la valeur de son œuvre que dans une relation toute personnelle où l'intimité,
la confidence et le partage furent de mise. Que je connaisse de sa vie quotidienne des pans ignorés de la plupart, et parfois même de tous, est une chose. Mais le médecin que j'étais alors, lui rendant visite à la résidence de la Pierre de Lune, a également recueilli nombre de confidences, à tel point que notre intimité et son contenu me semblent faire de Liliane la grande sœur d'une vie. Dans la lettre post-restante que je lui adresse, il y a beaucoup de vérité et un chouïa de mentir vrai. La mort comme l'amour fut le sujet de nombreuses conversations. Et je voudrais sur ce thème en terminer avec 2 fragments extraits du journal du scribe. Il faut savoir tout perdre, même soi, même le souvenir de soi. Il faut quitter le lieu, sortir du temps, jeter le vêtement précaire. Et quelques pages plus loin, ce distique isolé sur une page et qui me la rend résolument présente, on n'arrête pas une vie avec la mort. Oui, on n'arrête pas ainsi Liliane Wauters. Ne nous avait-elle pas avertis en écrivant « Je n'aurai pas de fin, je, c'est-à-dire le principe qui m'anime ». Ma chère Liliane, ce vendredi matin, je suis allé à Ransard et je me suis arrêté à la résidence La Pierre de Lune, pensant y trouver, t'ausculter comme je le fais chaque début du mois, prescrire quelques médicaments qui te manquent et déposer 1 ou 2 bouteilles de ce Gewürztraminer que tu apprécies tant. Hélas, tu n'étais pas dans ta chambre. Et Christina, l'infirmière roumaine qui se charge avec bonheur de ton quotidien, m'a dit que ton absence serait de très longue durée. Je t'envoie donc cette lettre, post-restante, espérant que tu puisses en prendre connaissance à ton retour. Lors de notre dernière conversation, je me rappelle que tu avais évoqué ton enfance, la mort et Saint-Joseph. Je ne peux pas me faire à l'idée que tu te sois un jour couché avec le grand saint. Oui, je sais, tu avais environ 4 ans et tu avais peur de la mort. À tel point que, te souvenant d'une religieuse de l'école, ou parlant de Saint-Joseph comme étant le patron de la bonne mort, tu avais laissé ton ours en peluche pour une statue de Saint-Joseph qui trônait dans la chambre de tes grands-parents. Hier, je me suis étonné de voir la statue sous un immense globe de verre et elle était sur ta table de travail, alors que je ne l'avais jamais vue à cet endroit, ni ailleurs dans la pièce. Et chose étrange, elle s'est brusquement retournée vers moi et m'a souri. Pire, elle a tendu l'index droit en direction d'une liasse de papier qui traînait sur le buvard. J'ai cru bon de répondre à son invitation, et quelle ne fut pas ma surprise. Quelques pages manuscrites étaient éparpillées, et je n'ai eu aucune peine à reconnaître ton écriture d'institutrice bien appliquée à montrer à tes élèves comment former les A, les O et les E. Je t'avoue avoir été curieux, avoir jeté un œil sur ce que je pensais être un prochain poème. Tu avais écrit au crayon « J'ai noté quelques vers pour un prochain livre, si j'en ai encore l'occasion, et je les mettrai volontiers sur ma tombe. Je, c'est-à-dire le principe qui m'anime et qui poursuivra son voyage en me quittant. Voilà une idée actuelle de la mort. » Il y avait aussi un petit Bristol rouge sur lequel tu avais griffonné « Yves, fais de moi ce que tu veux, je suis maintenant un meuble. » Peut-être, Liliane, n'aurais-je pas dû obéir à cette curiosité maladive qui est mienne? Mais le fait est là. J'ai lu. Et n'ai pu alors m'empêcher de me rappeler ce poème de l'Aloès. La vie à vivre, la mort à mourir. Ne me demande pas le pourquoi du comment, mais je me suis souvenu alors de ces 3 vers dans le billet de Pascal. Est-il plus surprenant de revivre après cette vie que de respirer maintenant? Et la seule raison de cette lettre, tant la chose est invraisemblable, sais-tu que
sous son globe de verre mat, ton fameux Saint-Joseph en plâtre, criait à tue-tête « Liliane! Liliane! Je veux dormir avec Liliane !» Oserais-je te dire qu'à l'entendre hurler de la sorte, je me suis enfui en courant et dans ma précipitation, j'ai hélas laissé la porte de ta chambre grande ouverte. Liliane, quand tu t'absenteras encore, s'il te plaît, n'oublie pas de mettre ton Saint-Joseph dans la garde-robe avec les bouteilles de Gewürztraminer, les palais bretons et ton manuscrit. Et surtout, ferme l'armoire à clé. Je t'embrasse et j'espère te revoir bientôt. Revenez dans 7 ans, car j'aurais fait peau neuve. L'art de vivre pour moi consiste à changer d'écorce. Triste captivité de mes os, ma peau tombe, dis-je. Saut dans l'inconnu. Ceux qui m'aiment pensent découvrir le même visage, masque d'état. Autant lire sur le teint des miroirs une âme absente. Tous les 7 ans, j'innocente ma chair. Quand d'horreur l'excès débride soudain l'abcès intérieur. Ma mémoire, perdant le fil d'une histoire sans valeur, me fait défaut. Je change de corps, de peau. Qui le posséda regarde sans comprendre. Et moi, je garde sous un œil qu'il croit connaître l'éclat de ce nouvel être.
François Doricenne. Des textes de Daniel Charneux qui entre en résonance avec Yvon Givert, Maud Joiret avec Jean-Dominique, Françoise Ison-Leroy entrée en résonance avec Paul André, Francesco Pito avec Jean-Claude Pirotte, Morgane Eman avec André Sodenkamp, Luc Delis avec Marcel Thierry, Ludivine Joanneau était en résonance avec Véronique Wattier, Françoise Boudard avec Marie Guevers et Yves Namur avec Liliane Mouters. Si vous voulez retrouver les textes de ces auteurs, le recueil est là et vous pouvez l'acquérir si vous le souhaitez. Donc c'est un premier en résonance 2024. L'année prochaine, deuxième en résonance avec d'autres auteurs, Violaine Lison, Morgane Eman, Aurélien Denis, Laurence Biel, Olivier Terroigne, Karl Norak, Caroline Boulor, que je salue, qui est ici aujourd'hui, David Giannoni, qui entreront en résonance successivement avec Michel Villet, Marcel Moreau, Jacques Réquillon, Jean-Pierre Verhaegen, Guy Goffet, Claire Lejeune, Élise Champagne et Gaston Compère. Quelquefois des auteurs très connus, d'autres moins connus que l'on veut redécouvrir parce qu'on les a un peu oubliés. Donc c'est vraiment le but de ce En Résonance. Merci pour votre écoute. Merci.